RCN. Le son de la différence. Full Santé Mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et bienvenue dans l'émission Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois démonte les tabous et détricote les idées reçues sur la santé mentale. Et aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous allons aborder un sujet dont on entend un petit peu parler, mais qu'on va essayer de mieux comprendre. Il s'agit du trouble borderline. Bienvenue dans cette nouvelle émission et bienvenue à mes invités. Bonjour Jessie. On va mettre votre micro, Jessie. Vous êtes notre témoin du jour. Vous nous raconterez, vous avez été diagnostiqué trouble borderline quand vous étiez adolescent. Et vous nous raconterez un petit peu tout votre parcours. Et puis à nos côtés, le docteur Florian Bass, vous êtes psychiatre au centre psychothérapique de Nancy. Bienvenue. Merci. Et puis, comme toujours, pour m'accompagner, Roman Gletzer du CREPSI. Salut Thomas. CREPSI, c'est ça. Voilà, on rappelle ce que c'est le CREPSI. Centre ressources handicap psychique Grand Est, Anté-Région Lorraine. Très bien. Et puis également Marie-Paul Pierrel, présidente de l'association Bipolaire si tu savais. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Vous allez bien Marie-Paul ? Toujours. Ravi de vous accueillir. Alors comme je le disais, aujourd'hui on va donc aborder la thématique du trouble borderline et puis comme on en a l'habitude, la première chose qu'on va faire, on va écouter ce que les gens pensent ou connaissent du trouble borderline par ce micro-trottoir. La première question qu'on est allé poser dans la rue, c'était quoi ? C'est Marie-Paul, je crois. Que savez-vous des troubles borderline ? Eh ben on écoute les réponses maintenant. Oui, tout à fait, parce que je travaille au sein d'un SAMSA, un service d'accueil médico-social pour adultes handicapés. Donc oui, j'accompagne des personnes qui souffrent de cette problématique. Pour la personnalité, oui, borderline, ça sous-entend forcément un petit peu être dans l'état limite, donc oui. Je pense que ce sont des personnes qui ont des problèmes relationnels avec eux-mêmes et avec leur famille et les gens qui les entourent. Pour moi, c'est des personnes qui ont des altérations avec tout ce qui est relation avec les autres. Ils peuvent avoir des sautes d'humeur. Pour moi, elles sont tout le temps en train de chercher la limite des choses. Oui, j'ai déjà entendu, mais c'est un peu vaguement. Pour moi, c'est un trouble de la personnalité. Pour moi, je dirais que c'est une personne qui gère ses émotions, mais pas très bien, et qui, du coup, peut être dans les extrêmes ou pas assez, et qui les gère vraiment mal. Je dirais ça comme ça. Alors, ça se manifeste par, déjà, de ce que j'en sais, en tout cas, une humeur qui est extrêmement changeante, avec beaucoup de passages à l'acte, dans différentes mesures, mais en tous les cas, des décisions qui sont prises très rapidement, parfois de manière irrationnelle, et puis quand même un sentiment de mal-être qui revient quand même assez souvent. J'aurais tendance à dire que, ma représentation en fait, c'est plutôt des personnes qui auraient des difficultés au niveau de la gestion de leurs émotions, un petit peu aussi de leur rapport interpersonnel. Et puis aussi, certainement quelque chose qui touche l'image de soi. Justement, j'aimerais en savoir un petit peu plus, mais c'est quelque chose qui m'est plus ou moins inconnu, oui. Voilà, c'est quelque chose de plus ou moins inconnu et ça tombe bien, on va nous aussi essayer d'en savoir un petit peu plus ce matin. Exactement. Mais Marie-Paul, je crois que vous allez un petit peu synthétiser tout ce qu'on vient d'entendre. On se rend compte à l'écoute de ces réponses que le trouble de la personnalité borderline est très mal connu, en tout cas pas bien connu. Je vais vous demander de monter votre micro, peut-être parler un peu plus près du micro si vous y arrivez. Comme ça ? Voilà, ça sera plus facile. Voilà, voilà, très bien, parfait. Donc allez-y, continuez, dites-nous. Les réponses qu'on entend restent assez floues. En fait, voilà. Assez logiquement, quelqu'un dit que le trouble borderline, c'est un état limite. Donc c'est forcément une réponse dictée par le nom de ce trouble borderline, limite, frontière. Mais la question, c'est limite avec quoi ? En fait, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la frontière ? Jessie, est-ce que comme Alice de Lewis Carroll, vous êtes passé de l'autre côté du miroir et vous nous parlerez de votre expérience ? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la frontière ? La gestion des émotions principalement, qui est très difficile. Ouais. Ensuite, il est question d'un état de mal-être, d'une mauvaise image de soi. On entend aussi que c'est un trouble de la personnalité. Les personnes concernées seraient d'humeur extrêmement changeante, avec des sautes d'humeur, des décisions prises très rapidement, irrationnelles. Et quelqu'un dit beaucoup de passages à l'acte. Alors ça, c'est une expression un peu ambiguë, parce que l'expression passage à l'acte, en principe, c'est un euphémisme pour l'acte suicidaire. Est-ce qu'il faut interpréter cette réponse de cette façon-là ? Est-ce qu'il y a beaucoup de cas de personnes qui, finalement, mettent fin à leur jour dans cette pathologie ? Et on en reparlera tout à l'heure avec le docteur Bass. De même, pour continuer sur le thème de l'humeur de ces personnes,
elles gèrent mal leurs émotions, elles ont des difficultés dans la gestion des émotions, c'est une idée qui revient plusieurs fois. Elles sont dans les extrêmes, on retrouve l'idée de la limite des choses. Et avec tout ça, donc, il n'est pas surprenant d'en arriver à la question des rapports avec l'entourage. Problèmes relationnels, altération des relations avec les autres, problèmes dans les rapports interpersonnels. Donc, on sera d'accord avec la dernière personne qu'on a entendue. Dans le micro-trottoir, on aimerait bien en savoir un petit peu plus. Est-ce que la représentation que sont les personnes interviewées correspond effectivement au trouble borderline, ou bien est-ce que ça reste assez flou pour pouvoir finalement être plaqué sur d'autres problèmes de troubles psychiques? Quelles sont les caractéristiques du trouble borderline? Ça sera la première question qu'on posera tout à l'heure au Dr Bass, en effet. La deuxième question qu'on a posée aux gens dans la rue, et là je me tourne vers vous, Jessie, c'est la première fois que notre témoin va nous faire part de la question et surtout va synthétiser les réponses. Jessie, donc la deuxième question qu'on a posée, c'était selon vous, qu'est-ce qui peut aider à soutenir les personnes ayant un trouble de personnalité borderline? Et on va écouter les réponses maintenant. Alors j'imagine qu'il y a des traitements médicamenteux qui existent déjà ou pas. En tous les cas, sûrement des suivis sur le plan psychologique peut-être, avec pourquoi pas des groupes de soutien qui peuvent se mettre en place, où les gens peuvent se reconnaître à travers d'autres et partager leur expérience. Oui, il y a l'hôpital psychiatrique, où il y a des CMP, des centres médicaux psychologiques. Je pense qu'elles peuvent se diriger vers ces lieux. Je pense qu'il y a des professionnels et des structures qui sont qualifiées pour accompagner ces personnes-là et au mieux, quoi. Je dirais que oui, mais comme j'en ai pas entendu parler, je dirais que sûrement pas assez et que c'est peut-être pas assez bien répandu et que les personnes qui ont ce trouble sont peut-être pas assez reconnues. Voilà, donc, mais je pense oui qu'il y a des aides, mais voilà. Alors je suppose des professionnels comme les psychologues et les psychiatres avant tout. Oui, je pense qu'il y a des structures qui sont bien adaptées et ces personnes-là peuvent en profiter pleinement. Alors à ce niveau-là, je pense qu'il y a différentes assos qui existent aussi. De manière générale, on aurait tendance à penser à s'orienter vers un psychologue, éventuellement un psychiatre, peut-être une équipe éducative aussi, des gens qui peuvent vous accompagner dans la gestion de ces troubles-là, peut-être la compréhension aussi. Déjà se renseigner auprès des professionnels. Je pense que déjà le médecin traitant aussi peut déjà être une première étape pour aiguiller sur éventuellement être orienté par la MDPH, un groupe d'entraide, notamment des groupes d'entraide mutuelle aussi qui existent dans certaines structures médico-sociales et plein d'autres aussi. Voilà, beaucoup de choses qui ont été abordées. Peut-être vous pouvez nous dire ce que vous avez entendu dans ce micro-trottoir, Jessie. Alors, principalement pour soutenir les personnes atteintes d'un trouble de personnalité borderline, effectivement, on parle de le soutien psychologique qui est primordial pour discuter des émotions, parce qu'il y a une thérapie comportementale, donc dialectique, qui peut être mise en avant, ou même les cognitives comportementales. Après, les médicaments ne guérissent pas totalement le trouble de personnalité borderline. On peut avoir des antidépresseurs, des stabilisateurs d'humeur, ou même des antipsychotiques qui peuvent aider à gérer les symptômes, mais ce n'est pas un traitement qui va totalement guérir le trouble. Et après, on va avoir aussi les groupes de soutien avec des associations comme l'UNAFAM et des structures spécialisées comme on l'a entendu, donc les CMP, qui peuvent offrir aussi un accompagnement qui est précieux. Et pour le médecin traitant, effectivement, ça peut être aussi une première étape pour discuter des émotions qui peut aussi nous orienter vers un professionnel. Voilà, donc on va rebalayer ensemble toutes ces solutions ou possibilités qui existent pour essayer d'avancer avec son trouble de personnalité borderline. Et dans un instant, on va même commencer par définir ce que c'est ce trouble pour ceux qui nous écoutent. C'est encore un trouble qui est assez méconnu, je pense qu'on en convient tous un petit peu ici. Donc dans un instant, on va évoquer ça ensemble. Peut-être le temps d'écouter un premier titre ensemble. Je vous propose peut-être qu'on écoute le titre que vous avez choisi, Jessie, c'était Petit Biscuit. Vous nous expliquez pourquoi vous avez choisi ce titre? C'est une musique qui est plutôt calme, que j'aime écouter quand je suis stressé ou angoissé. Il n'y a pas trop de sons, pas trop de paroles. Donc du coup, on est sur quelque chose qui est plutôt calme. Donc ça aide à la concentration principalement. Et on écoute Petit Biscuit tout de suite sur RCN dans l'émission Full Santé Mentale. On est ensemble et en direct jusqu'à 11h.
10h, 11h. Full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et aujourd'hui, on traite du sujet du trouble de la personnalité borderline. Et pour ce faire, nous sommes accompagnés de Jessie, notre témoin, et du docteur Florian Baz, donc vous êtes psychiatre au centre psychothérapique de Nancy. Et si vous le permettez, je me tourne d'abord vers vous, parce que c'est vrai que ce trouble de la personnalité borderline, c'est quelque chose dont on entend un petit peu parler, mais on n'est pas trop sûr de savoir ce que c'est. Comment vous le définiriez ? Eh bien, pas mieux que ne l'ont fait toutes les personnes que vous avez interrogées, parce que moi, au contraire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surprise. C'est que toutes les remarques qui ont été faites, c'est un patchwork de tous les critères de définition de ce trouble. Si on les met bout à bout, je crois qu'il n'y en a quasiment aucun qui a été oublié. La première chose à comprendre, c'est que c'est un type de trouble psychique qui se range dans la catégorie des troubles de la personnalité. Alors pour ça, encore faut-il se représenter un petit peu ce que c'est que les troubles de la personnalité. Alors évidemment, la personnalité, on en a tous une, rien de pathologique là-dedans, bien évidemment. La personnalité, ça se définit comme un ensemble de caractéristiques assez stables chez une même personne qui définissent sa représentation d'elle-même, son rapport au monde, sa manière de réagir. C'est ce qui fait que quand vous connaissez quelqu'un, vous savez que dans telle ou telle situation, il va plutôt réagir comme ça. Votre meilleure amie, vous savez qu'elle n'a pas trop confiance en elle. Votre père, vous savez qu'il est plutôt très colérique et que dans telle situation, il va réagir de telle manière. Donc on est tous un patchwork de traits de personnalité et on parle de troubles de personnalité quand certains de ces traits de personnalité sont tellement marqués, tellement saillants que ça vient plutôt freiner nos capacités à nous adapter aux différentes situations qu'on peut rencontrer et que ça génère de la souffrance subjectivement et objectivement des difficultés dans le fonctionnement dans différents domaines de la vie. Ça, c'est une définition très générique des troubles de la personnalité. Le trouble de la personnalité borderline, comme tous les troubles psychiatriques, il se définit, il se diagnostique en fait à partir d'un ensemble de critères. C'est des critères qui sont regroupés dans des sortes de grands dictionnaires, des classifications internationales. On en a essentiellement deux. Celle qu'on utilise le plus pour le trouble de personnalité borderline, c'est une classification américaine qui liste 9 critères caractéristiques de personnalité borderline et on porte le diagnostic quand quelqu'un présente 5 de ces critères sur l'ensemble de 9. Je vais vous les lister, mais avant ça, je pense qu'il faut, pour comprendre un petit peu la cohérence globale de tous ces critères, ça s'articule vraiment autour de ce que tout le monde a fait ressortir dans ce micro-trottoir, et Jessie également. Le phénomène central, c'est une dérégulation dans la gestion des émotions. D'accord. À partir de là, de ça découlent presque toutes les autres conséquences et manifestations de ce trouble. L'autre aspect qui est assez central, c'est, on va dire, un sentiment d'insécurité dans les relations humaines qui deviennent le déclencheur auquel les personnes sont hyper sensibles et qui sont souvent le déclencheur de tout un tas de manifestations. Alors pour les 9 critères en question, je ne les connais pas par cœur, donc je vais me permettre de Prenez vous les vos notes, lire, bien sûr. tels que vous les trouverez si vous regardez. Alors, donc, le trouble de la personnalité borderline est un comportement général marqué par l'instabilité des relations interpersonnelles, de l'image de soi, des affects, ainsi que par une impulsivité marquée, débutant chez l'adulte jeune et présentant dans des contextes variés au moins 5 des 9 critères suivants. Le premier étant des efforts effrénés pour éviter des abandons réels ou imaginaires. Donc là, on retrouve la question de la sensibilité à la relation à autrui. Un mode de relation interpersonnelle instable et excessif, caractérisé par l'alternance entre une idéalisation et une dévalorisation extrême, des perturbations de l'identité, de l'image de soi et de la conscience de soi, un fait important, l'impulsivité dans au moins 2 domaines potentiellement dommageables, par exemple des achats compulsifs, la sexualité, la toxicomanie, des conduites dangereuses. Un critère à part entière étant les comportements suicidaires, les gestes ou les menaces suicidaires ou les automutilations récurrentes. L'instabilité affective due à une très forte réactivité de l'humeur étant à comprendre au sens le moral, une sensation chronique de vide intérieur, une émotion particulièrement développée qui est la colère, intense et inappropriée ou une grande difficulté à contrôler sa colère,
Et enfin, parfois, des idéations paranoïdes ou des symptômes dissociatifs, donc autrement dit, certains types d'idées délirantes ou des symptômes de modification de la conscience un petit peu particuliers, liés et déclenchés par le stress. Donc on le rappelle, il faut avoir plusieurs de ces caractéristiques, on va dire, pour être diagnostiqué trouble de la personnalité borderline. Je me tourne vers vous, Jessie, justement, vous reconnaissez dans ce qu'on vient de dire sur ce trouble de la personnalité? Tout à fait. Vous, on va raconter un peu votre histoire, c'est intéressant, on va apprendre à vous connaître. Donc, vous m'avez dit, avant de rentrer en studio, on m'a diagnostiqué quand j'étais adolescent, mais on m'en parlait déjà quand j'étais enfant. Alors, d'où ça vient? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un jour on s'est dit, tiens, il faut peut-être qu'on le fasse diagnostiquer et qu'on voit Jessie de quel trouble il peut souffrir? En fait, quand j'étais petit, je m'en portais un peu pour rien. J'avais des sauts d'humeur qui n'étaient pas très compréhensifs. J'étais assez impulsif. Dès qu'il y avait quelque chose qui m'énervait, je cassais soit les jouets, soit ce que j'avais autour de moi. Donc on s'est un peu questionné sur qu'est-ce qui se passait. Donc avec des consultations psy, on a parlé de psychose qui était quand même vachement variée. Et c'est seulement à l'adolescence qu'on m'a parlé du trouble borderline. À cette période-là, je ne savais pas trop ce que c'était le trouble borderline. Mais petit à petit, en fait, j'ai commencé à me renseigner sur le sujet et à comprendre un petit peu ce que c'était le trouble borderline et pouvoir mettre en place des stratégies justement pour mieux gérer au quotidien. Donc vous vous retrouviez dans ce que vous lisiez? Tout à fait. Et donc adolescent, cette fois-ci, le diagnostic est posé? C'est ça. Et alors, d'abord, vous parlez d'un truc intéressant, vous dites mettre en place des stratégies. Oui. Comment on met en place ces stratégies? Comment vous avez perçu ce trouble quand vous avez découvert que vous en souffriez? Et ensuite, comment vous êtes allé chercher à développer ces stratégies? Alors, j'ai commencé à développer des stratégies, surtout à me rendre compte en fait de mon comportement en reprenant un peu de recul. Donc, quand par exemple, je m'énervais pour rien, des fois je me blessais. Et donc, du coup, ça a amené toujours la question de est-ce qu'il y a moyen de contrôler du coup ces émotions pour justement éviter de me blesser inutilement. Donc, j'ai appris à développer des stratégies qui me permettent de gérer le stress au quotidien, notamment les émotions, éviter tout ce qui est situation de frustration qui peut amener à des émotions de colère. Éviter de tout ce qui est stress, tout ce qui est anxiogène, pour éviter certaines émotions. Donc tout ça, en fait, c'est petit à petit, en prenant du recul, que j'ai commencé à mettre en place certaines stratégies. On entend Dr Bass dans ce que dit Jessie, et vous le disiez un petit peu tout à l'heure, il y a quand même une forme de violence intrinsèque, en tout cas un risque de s'auto-mutiler, d'aller vers le suicide. Donc c'est quand même très important, en fait, de réussir à diagnostiquer ce trouble de personnalité. Oui. Et Jessie nous dit, ça a été quand j'étais enfant, on a commencé à m'en parler. Ça veut dire que dès enfant, on peut commencer d'abord, on peut souffrir de ce trouble de personnalité enfant? Alors, vous disiez tout à l'heure, par définition, non, parce qu'on n'est pas censé, la personnalité n'étant pas constituée avant l'âge adulte, on n'est pas censé porter un diagnostic de trouble de personnalité chez un enfant ou un ado. Par contre, on peut voir se mettre en place des choses assez évocatrices, une impulsivité marquée, des problèmes de régulation émotionnelle. On peut voir se constituer tout un tas de ces futurs critères diagnostiques ultérieurs. Mais le diagnostic ne doit pas être porté avant. D'accord. Jessie, vous nous dites, les stratégies, je les ai mises en place, mais à quel moment vous les mettez en place, vous? Au moment où vous êtes diagnostiqué? Alors, c'est peu après que j'ai été diagnostiqué. J'ai commencé vraiment à me renseigner sur le trouble. Donc j'ai été déjà suivi par des éducateurs, par des psychiatres, donc du coup même des psychologues. Donc on en avait déjà parlé un petit peu, et à savoir comment gérer ses émotions. Donc ça a été tout un travail, et vraiment c'est un peu plus tard dans l'adolescence que j'ai commencé à mettre en place toutes les stratégies. Comprendre aussi pourquoi je m'énervais pour rien. Donc savoir comment gérer toutes ces émotions, notamment surtout les émotions de frustration qui pouvaient être nuisible, parce que chaque fois je me blessais, donc c'était pas des situations qui étaient voulues, mais quand même il y avait quand même cette impulsivité qui amenait forcément à des blessures. Donc j'ai commencé à mettre petit à petit des stratégies, et aujourd'hui je les applique dès que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, et du coup j'applique une des stratégies que j'ai mis en place. Je reviens sur ce que vous disiez un instant, Dr Bass. Vous disiez en fait, c'est vrai que la personnalité se développe pendant l'enfance jusqu'à l'adolescence. Est-ce que ça veut dire que du coup on peut éviter ce trouble? Est-ce que Jessie, par exemple, il aurait pu y avoir un travail en amont qui évitait qu'un jour on diagnostique ce trouble de la personnalité borderline? Alors, je suis pas devin ni pour l'avenir ni pour le passé. Je ne sais pas si ça aurait pu être évité, mais sans doute qu'avec certaines modalités d'accompagnement
dans l'enfance ou l'adolescence, il aurait pu déjà y avoir un travail sur la gestion des émotions. Des émotions, parce qu'on l'entend, Oui, c'est vraiment les émotions, ça revient très fort dans le témoignage de Jessie. C'est le point central, effectivement. Et parce que la personnalité, pour bien recomprendre tout ça, vous dites que ça se développe pendant l'enfance, mais ça veut dire qu'il y a des choses dans l'enfance qui peuvent aussi amener au trouble de la personnalité borderline. Comme beaucoup de troubles psychiques actuellement, la manière dont on conceptualise son développement, c'est pas du tout quelque chose d'univoque, en gros une cause qui donne des conséquences, c'est pas non plus un gène qui déclenche la maladie. Les modèles qu'on utilise, les plus adaptés sont plutôt des modèles complexes, qu'on appelle biopsychosocial, ça fait très classe dans les dîners, mais c'est une manière de dire que le développement de certains phénomènes, de troubles psychiques en l'occurrence, il dépend des interactions qu'il va y avoir entre des facteurs biologiques, certains génétiques. On sait qu'il y a des vulnérabilités, des prédispositions biologiques au fait de contrôler plus ou moins bien ses émotions. Il y aura des éléments psychologiques qui vont être aussi des manières dont on peut avoir appris à réagir, dans quel environnement on aura grandi, son caractère plus ou moins sécurisant, et des éléments purement sociaux qui font que à un moment, le trouble qui s'est constitué va devenir particulièrement marqué parce qu'on est dans un contexte de vie ou des circonstances qui nous confrontent là où ça va nous mettre en difficulté. Et c'est sans doute pour ça que les troubles deviennent particulièrement flagrants à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, où on se confronte à tout un tas de situations où il faut de grandes capacités d'adaptation. Vous, Jessie, donc sur les stratégies mises en place, vous le faites tout seul ou vous êtes accompagné pour développer ces stratégies ? Aujourd'hui, je suis tout seul à les faire. Ouais. Mais à l'époque, j'étais suivi. Donc du coup, je les adoptais avec mon éducateur spécialisé et les psychologues et psychiatres qui me suivaient. Après, j'ai aussi l'aide de ma mère qui est présente à la maison. Donc j'adapte les stratégies au cas par cas. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de stratégie, s'il vous plaît ? Oui. Notamment tout ce qui est, comme je disais tout à l'heure, les situations qui sont anxiogènes, donc les informations. Donc tout ce qui va parler de crise sanitaire, d'accident ou autre, je vais éviter, parce que je sais que ça génère certaines émotions, et donc du coup je sais que ça va être anxiogène, et donc potentiellement amener à des émotions qui ne seront pas contrôlables. Donc pour éviter ça, du coup j'évite ce genre d'informations. Les informations dans les médias, vous voulez dire ? C'est ça. Et pareil pour les lieux bondés, j'évite aussi, parce que ça modifie. Il y a tout ce qui est les émotions sensorielles. Donc du coup ça amène à beaucoup d'angoisse et après je sais plus trop où me situer, donc pour éviter ça et être submergé par les émotions, j'évite tout ce qui est lieu bondé, tout ce qui est interaction professionnelle aussi, notamment quand je sais que je me sens pas spécialement bien en communication avec les clients ou autres, j'essaie de le dire et donc d'avoir un climat de confiance avant pour éviter d'être submergé par les émotions et puis d'être pris à court rapidement sur certaines des situations. Du coup, vas-y Romain, vas-y. Les stratégies, c'est anticiper en fait toutes les situations dans lesquelles vous pourriez être mis à mal en fait. Tout à fait. J'anticipe chaque situation. Dès que je sais que, par exemple, quand je vais avoir un rendez-vous, quand je vais avoir quelque chose à faire ou même professionnellement, j'essaie d'anticiper, me préparer au mieux pour justement éviter d'avoir des émotions qui vont déborder. Ça implique une vraie connaissance de soi pour réussir justement à anticiper tout ça. Oui, bien connaître son trouble et savoir un peu ses limites qu'on peut atteindre. Et savoir prendre du recul aussi sur la situation, ce que je fais chaque jour. En fait, je prends qu'est-ce qui s'est passé sur la journée, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a été. Et par là, adapter le comportement, adapter les émotions et pouvoir anticiper au futur. Vous tenez un journal ? Plus ou moins. Je rebondis, il y a 2 secondes, vous avez dit savoir les limites que je peux atteindre. Et là, je relance un peu ça sur la table, mais on l'a entendu beaucoup dans le micro-trottoir, l'état limite, de chercher toujours les limites. Et Marie-Paul, vous disiez, finalement, c'est quoi la limite ? Et je crois d'ailleurs que, si je dis pas de bêtises, le trouble de la personnalité borderline, on disait trouble de personnalité limite à un moment donné, c'est ça ? Oui, alors... En fait, l'histoire du terme est même un peu plus compliquée que ça, c'est-à-dire que toutes les conceptions des troubles du fonctionnement psychique se sont faites, en tout cas à la base, autour de théories psychanalytiques, celles de Freud et de tous ceux qui ont pu suivre, avec l'idée que la population, en gros, se divisait en deux moitiés, les gens avec une organisation psychique dite névrotique, l'autre moitié, une organisation psychique dite psychotique, sans forcément qu'il y ait de pathologie derrière. Et puis au milieu, les gens dont on ne savait pas trop dans quelle classe les ranger, on a mis une classe un petit peu fourre-tout, telle que je le dirais, qui était
ce qu'on appelait les états limites. À ce moment-là, on n'utilisait pas le terme de borderline. Après est arrivée donc depuis 30-40 ans une ère où on essaye plutôt de classifier les troubles en fonction de critères qu'on essaye d'objectiver avec toutes les limites que ça peut avoir. Et alors c'est vrai qu'on rentre dans du hyper technique, mais je vous ai cité les critères de la classification américaine, la classification internationale dans les troubles de personnalité. Elle individualise un trouble de la personnalité émotionnellement labile et dedans, elle met 2 sous-types. On peut juste préciser ce que ça veut dire trouble de personnalité labile pour les gens qui... Labile, ça veut dire variable. D'accord. Et elle appelle le trouble de borderline, dont je vous ai pris la définition, personnalité émotionnellement labile de type borderline. D'accord. Mais on rentre vraiment dans du détail. C'est vrai que le terme de personnalité borderline est en train de s'imposer et fait plutôt consensus. Mais j'entendais, vous disiez, mais c'est un peu fourre-tout. Est-ce que ça l'est toujours un petit peu aujourd'hui ? On a des fois l'impression, je précise ma question, mais que pour rencontrer des jeunes qui vivent avec ce trouble de la personnalité borderline, en tout cas, que quand ils vont voir les professionnels de santé, au début, ils sont pas sûrs et qu'on dit « Oh, ça doit être un trouble borderline ». Et c'est presque un peu fourre-tout. Ça l'est ou pas ? Ce trouble. Je ne crois pas, parce que normalement, le diagnostic est porté sur les critères que vous avez énoncés tout à l'heure. Qu'on a énoncés. Il ne devrait pas être porté autrement. C'est sûr que quand quelqu'un répète des comportements suicidaire, ça n'est qu'un seul des critères. Les professionnels ont une petite lumière qui s'allume en disant si ça se trouve, c'est un trouble de personnalité borderline. Mais encore une fois, le diagnostic, ce sera sur X critères, plus de la souffrance, plus des conséquences, c'est-à-dire un retentissement sur le fonctionnement de la personne. Oui, après, dans l'usage commun du mot, oui, c'est devenu un mot de cours de récré, comme schizo ou borderline, pour dire un peu tout et n'importe quoi. Mais en termes de diagnostic, non, c'est pas fourre-tout. Et d'ailleurs, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a de plus en plus. Alors, est-ce qu'il y a plus de gens qui souffrent de ce trouble de personnalité, ou est-ce que c'est justement parce qu'on le connaît mieux qu'il y a plus de gens qui sont diagnostiqués ? J'aurais du mal à vous donner une réponse scientifiquement très valide. A priori, probablement que le taux de prévalence de ce trouble est à peu près stable, de l'ordre de 2 à 3% de la population. Alors qu'il soit mieux diagnostiqué, c'est une évidence, probablement parce que les manifestations comportementales sont plus repérables. Elles sont plus repérables aussi parce qu'on a le système de soins qui permet de les repérer. Par exemple, quand quelqu'un fait une tentative de suicide, généralement, il arrive aux urgences où il y aura un contact avec le système de soins. Les personnes qui sont sur des modes de passage à l'acte plus impulsifs, à s'agiter, à taper dans les murs, etc., n'arriveront pas forcément dans un contact avec le système de soins, donc pourront passer sous les radars. Oui, on comprend que c'est assez difficile quand même aujourd'hui de diagnostiquer ce trouble de la personnalité borderline. Il faut le faire avec les précautions d'usage, c'est-à-dire prendre le temps de voir les personnes plusieurs fois, s'assurer que les perturbations, elles se manifestent pas uniquement dans un seul contexte, que c'est dans plusieurs milieux. Mais Je me retourne de nouveau vers vous, Jessie. Donc, on a bien compris toutes les stratégies que vous mettez en place et vous nous parlez de votre travail. Donc, pour rassurer aussi les gens, peut-être, comment on vit quand au quotidien, vous êtes adulte, vous avez quel âge ? 29 ans. 29 ans, donc vous êtes adulte maintenant. Comment on vit avec ce trouble de la personnalité borderline à 29 ans, dans le lien social, dans le lien au travail ? Comment vous vivez tout ça ? Je le vis mieux qu'avant. Après, c'est sûr qu'il y a toujours un peu de difficulté à maintenir quand même des relations, qu'elles soient personnelles, amicales ou autres, parce qu'il y a toujours aussi ces préjugés. Je sais que j'avais des amis qui m'ont littéralement rayé de leur liste, parce que pour eux, j'étais toxique. Et c'est un préjugé, mais du coup, il y a aussi le comportement qu'on peut avoir. Des fois, ça peut les effrayer, donc les faire reculer. Donc c'est encore aujourd'hui un peu difficile de maintenir des relations, mais je le vis beaucoup mieux qu'avant. D'où l'intérêt aussi de faire comprendre ce qu'est ce trouble pour pouvoir mieux être accepté. C'est ça. Justement, vous en parlez assez librement avec vos amis, vos proches ? Oui, j'essaie de leur expliquer, surtout quand ils ne connaissent pas ou qu'ils se posent des questions, j'essaie de leur répondre du mieux que je peux. Après, c'est sûr que je n'ai pas une vision professionnelle, parce que je ne suis pas professionnel dans le domaine, mais je connais du coup plus ou moins la maladie, je sais comment elle se manifeste, et notamment les symptômes que j'ai. Donc du coup, j'essaie de leur expliquer au mieux que je peux, comme pour mon employeur, s'il me pose la question, je sais que je lui réponds,
ouvertement sur ce point. Dans un instant, on essaiera de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre en place une fois que le diagnostic est posé. On a bien compris les stratégies, mais on a entendu tout à l'heure pas mal de réponses aussi. Mais avant, j'avais une question qui m'a évidemment échappé, ça peut arriver. C'est pas très grave. Je vous propose peut-être qu'on va écouter Radiohead Creep. Comme ça me permettra de retrouver ma question. Et puis ensuite, j'aimerais bien qu'on aborde ensemble tout ce qu'on peut mettre en place outre les stratégies. On a entendu parler des groupes de parole, des groupes de soutien, des psychologues. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que Jessie travaille. Alors, mais voilà, ça c'est important. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'effectivement, aujourd'hui, avec ce trouble, on peut évidemment avancer dans la vie. Et puis, voilà, c'est ma question m'est revenue. Donc, je vais vous la poser avant de passer à la pause musicale. Mais est-ce que quand on grandit dans la vie, justement, le trouble borderline, on en guérit? La plupart du temps, oui. On parle de guérison ou on parle de rétablissement? Par rapport au trouble de la personnalité, on évite de se poser la question de cette manière-là. D'accord. Mais alors, pour revenir à des choses très factuelles, donc je vous disais, le diagnostic se fait à partir des critères qui sont réunis à un certain moment de la vie. Si on prend cette même personne 5 ou 10 ans après, chez qui on a porté un diagnostic, dans presque 80% des cas, environ 10 ans après, on ne retrouverait plus suffisamment de critères pour porter le diagnostic. Alors, est-ce qu'il faut considérer que c'est une guérison, une rémission, un rétablissement? Je ne sais pas. Ou peut-être une gestion. Ça revient au même, en fait. On parle de trouble quand ça pose problème. Quand ça ne pose plus problème, c'est plus un trouble. Et pour le coup, le témoignage de Jessie est vraiment un excellent exemple de ce que peuvent vivre la plupart des personnes ayant un trouble de personnalité borderline. L'expérience, la vie, la plupart du temps, il peut y avoir des formes extrêmement graves où les personnes n'apprennent pas à gérer, à anticiper les choses. Mais quand on prend ce temps de regarder un petit peu son fonctionnement, de regarder ce qui marche pas, voir où est-ce qu'on voudrait faire des aménagements, souvent les gens développent d'excellentes capacités d'adaptation et au gré de l'expérience, affinent leur stratégie et finalement vivent plutôt bien avec. Il restera une sensibilité particulière dans tout ce qui est les interactions. Il restera des particularités, mais avec lesquelles on peut très bien vivre. Très bien. On va continuer d'en discuter dans un instant. Mais avant, vous nous avez choisi, Dr Bass, une musique, un titre que j'adore particulièrement, Radiohead Creep. Pourquoi vous avez choisi ce titre-là? Alors, plein de raisons. La première, je l'adore. Deuxièmement, pour moi, c'est la chanson un peu prototype de l'adolescence ou du jeune adulte, donc on est bien dans le thème. Et l'évolution de la chanson au fur et à mesure montre bien justement des fluctuations émotionnelles où on va de la colère à l'apaisement. Et puis quand on regarde un peu les paroles, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui se sent presque lui-même un monstre et qui essaye de composer avec ça. Et donc pour moi, ça m'évoquait bien, non pas évidemment que je sous-entende que les personnes ayant trouble borderline soient des monstres, mais le ressenti d'être presque étranger à soi-même en fait. On écoute tout de suite Radiohead avec Creep sur RCN. Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et on le rappelle, ce matin, nous parlons du trouble de la personnalité borderline. On a essayé de comprendre un petit peu ce qu'était le trouble de la personnalité borderline avec nos invités, avec le docteur Florian Bass, du psychiatre au centre psychothérapeutique de Nancy, Jessie, qui donc vous êtes notre témoin et vous avez été diagnostiqué, je le rappelle, trouble de la personnalité borderline. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu, une fois qu'on a donc été diagnostiqué. Vous nous avez tout à l'heure dit, Jessie, que vous avez développé effectivement un certain nombre de stratégies. Mais est-ce qu'il y a des choses à faire ou à mettre en place avant les stratégies, même quand on est diagnostiqué? Alors, je ne sais pas si je me tourne peut-être vers vous, Dr Bass, ou vers vous, Jessie. Est-ce que y a des traitements médicamenteux? Enfin, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place au début quand on est diagnostiqué de ce trouble de la personnalité? Alors pour l'angle professionnel, quand on diagnostique le trouble, dans tout le processus de diagnostic, on regarde s'il n'y a pas d'autres troubles associés. D'accord. Or, il se trouve que très fréquemment, les gens qui souffrent d'un trouble borderline peuvent développer d'autres troubles. Très fréquemment des épisodes dépressifs, très fréquemment des addictions. On sait aussi que malheureusement, une grande partie d'entre eux ont vécu des événements traumatiques qui, pour certains,
ont laissé un syndrome de stress post-traumatique. Je dirais que c'est presque la partie la plus évidente, c'est de traiter ce qu'on appelle les comorbidités. Alors, c'est une question, c'est des comorbidités. C'est pas inhérent aux troubles de la personnalité borderline. Non. Mais en même temps, si vous avez du mal à avancer dans la vie parce que vous vous disputez avec tout le monde, que votre entourage a en permanence peur pour vous, que vous vous suicidiez, que vous passez par les phases d'idéalisation et puis rejet de tout un tas de relations, on se doute bien que l'avancée dans la vie va être très compliquée. Et que ça peut faire le lit de dépression, d'addiction et de tout un tas de choses, des conduites à risque ou de mal. On parle notamment de conduites à risque sexuellement aussi, ce genre de choses. Entre autres, oui. Ouais. Et vous dites l'idéalisation, on passe l'idéalisation de la relation, c'est ça? Ça veut dire qu'en fait, d'un seul coup, peut-être Jessie, vous avez vécu ça, où il y a des gens, vous idéalisez, et puis le lendemain, ça va plus, c'est ça? Enfin, c'est... Tout à fait. On peut avoir un ami et puis le valoriser, et du jour au lendemain, ne casser l'amitié parce que ça va plus, parce qu'il y a plus cette même entente. Donc du coup, les relations sont quand même difficiles à tenir. D'accord. Ce qui explique assez bien un psychiatre qui travaille beaucoup sur le sujet, c'est que le sentiment de vide intérieur, de malaise, de souffrance, de non-définition de soi-même est tellement fort que du coup la personne se sent tellement mal intérieurement qu'elle se met dans une forme de dépendance totale des facteurs extérieurs. Mon bonheur ou mon malheur dépend complètement de ce que l'autre va faire ou pas pour moi. Et comme il pourra jamais être parfait et tout le temps me combler de ce bonheur, de cette sécurité que je n'ai pas à l'intérieur de moi, du coup, la relation va se défaire. Oui, c'est vraiment une insécurité, on l'entend, vous le dites beaucoup, et on le ressent bien, effectivement, cette insécurité de la relation à l'autre, en fait. Et alors, si je reviens sur les traitements, je repose cette question, mais est-ce qu'il faut aller voir un psychiatre, un psychologue? Est-ce qu'il y a des traitements? Est-ce qu'il y a des médicaments à prendre? Qu'est-ce qui existe pour accompagner des personnes qui souffrent de ce trouble de la personnalité borderline? Vous conseillez quoi, vous? Et puis après, je demanderai à Jessie ce qui a été mis en place pour lui. Je pense qu'effectivement, le recours à des professionnels de santé mentale est indispensable. Déjà, pour la base de toute approche thérapeutique de n'importe quel trouble, c'est de le connaître, de savoir comment le trouble fonctionne, comment moi je fonctionne avec ce trouble. Toutes les démarches autour de la psychoéducation, ça reste indispensable. Avant de pouvoir aller plus loin dans ce qui sont les démarches de psychothérapie, qui sont quand même celles à mettre préférentiellement en place dans ce trouble, c'est se connaître, comprendre comment on fonctionne, comment on réagit. Il va falloir avoir suffisamment d'informations pour aller voir jusqu'où on veut aller dans les changements qu'on veut opérer en soi. Sur le plan médicamenteux, en fonction du type de symptômes que présentera la personne, les médicaments peuvent aider à canaliser l'anxiété, à soigner la dépression quand il y en a une. Des fois, peuvent limiter l'impulsivité ou l'instabilité de l'humeur, mais ça n'est pas une panacée. Et c'est une des choses qui est difficile pour les professionnels dans l'accompagnement des gens qui ont un trouble de personnalité borderline, c'est trouver le bon dosage, le ni trop ni trop peu en termes de médicaments. Parce que si après il y a trop de médicaments et que du coup il n'y a plus d'émotions, on n'apprend pas à les gérer. Ouais. Donc, ça entretient les choses aussi. Donc, c'est vraiment tout un réglage assez fin. Il faut vraiment une notion de collaboration forte entre la personne, les professionnels et l'entourage, si par chance, il y en a un. Donc, pour l'aspect médicamenteux, oui, il y a des choses à faire, mais il ne faut pas miser que là-dessus. Et est-ce que c'est vrai quand on dit que les médicaments traitent les symptômes, mais pas du tout le trouble? Oui, c'est vrai. Mais en même temps, pour pouvoir traiter le trouble, il faut que les symptômes vous fichent un peu la paix. Il faut qu'on ne soit plus dans la gestion de l'urgence permanente et de la crise suicidaire permanente, parce que c'est souvent une des choses qui rend très compliqué les débuts de prise en charge côté professionnel, mais surtout les débuts de vie avec ce trouble pour les personnes qui en sont atteintes, c'est d'être en permanence dans l'urgence et essayer de limiter les risques, limiter la casse, si je dois le dire de manière un peu triviale. Mais tant qu'on ne fait que gérer l'urgence, on ne fait pas le reste. Et vous disiez travailler en bonne collaboration et confiance avec l'entourage et les patients, ce qui n'est pas simple quand justement on souffre d'un trouble de la personnalité qui fait qu'on n'a peut-être pas forcément confiance. C'est ça. C'est ça qui rend les choses compliquées. C'est ça. On dit qu'il va falloir travailler sur la relation et qu'il faut établir une relation avec le professionnel, avec l'entourage, alors que c'est justement le point central qui pêche. Marie-Paul. Oui, la question, pour revenir à ce dont on vient de parler, le risque suicidaire, est-ce qu'on a un chiffre? Est-ce qu'on connaît les proportions? Oui.
Alors, environ 80% des personnes ayant un trouble de personnalité borderline feront au moins une tentative de suicide et malheureusement 10% en mourront. Je crois que c'est le trouble psychique où il y a la plus grande prévalence de tentatives de suicide. De loin. Ouais. Et en termes actuellement d'occupation des lits d'hôpitaux, c'est de loin ce qui occupe, de loin je ne sais pas en tout cas, une grande partie des lits d'hospitalisation en psychiatrie sont occupés par des personnes ayant un trouble de personnalité borderline. Jessie, on parlait justement du lien de confiance qu'on doit avoir avec les personnes qui accompagnent. Comment ça s'est passé pour vous ? Vous avez réussi à établir ce lien de confiance pour apprendre à mieux vous connaître, à mieux comprendre ? Comment ça s'est passé ? Alors, avec certains professionnels, il y a eu un lien de confiance qui a dû être établi. Donc, pour certains professionnels, ça a pris quand même plusieurs mois avant que j'établisse un lien de confiance avec eux. Avec la famille, je sais que j'ai un lien de confiance, mais c'est un peu sélectif. Je sais à qui je peux dire les choses, à qui je ne peux pas les dire. Donc je sais que tout ce qui est lien de confiance, c'est quelque chose que je fais bien avant, parce que sinon je sais que je ne parlerai pas ou je vais juste me renfermer sur moi-même et ne rien dire du tout. Et alors, est-ce que vous parlez, Dr Baz, de la psychothérapie en disant que c'est vraiment quelque chose de très important ? Vous, de votre côté, de Jessie, vous avez mis en place une psychothérapie ? Alors on avait essayé certaines psychothérapies au CMP ado. On avait fait des groupes, justement, avec d'autres personnes qui potentiellement souffraient de ce trouble. Mais ça n'avait pas spécialement marché, parce qu'à cette époque, j'avais quand même cette agoraphobie, donc la peur de la foule. Et comme on était beaucoup, du coup, c'était quelque chose qui m'oppressait beaucoup. Donc du coup, j'ai préféré m'écarter et puis trouver des solutions de mon côté plutôt qu'être submergé par des émotions. Tout à l'heure, vous nous avez évoqué très rapidement les thérapies comportementales dialectiques, je crois. Oui. C'est quelque chose que vous avez fait ? Non, pas encore. Et on en avait parlé justement, et c'est quelque chose qu'on réfléchit à mettre en place. Et avant que je demande à Dr Baz peut-être de nous expliquer ce que c'est, mais pourquoi vous y réfléchissez ? Qu'est-ce que vous en attendez ? J'en attends d'en apprendre un peu plus, parce que même si aujourd'hui j'en sais, je pense, beaucoup, je pense que au fur et à mesure, le trouble est de mieux en mieux connu. Et il y a peut-être certains critères que j'ai omis ou que je ne connais pas encore, et donc du coup, les apprendre au futur peut aussi aider à faire du coup d'autres stratégies. Vraiment apprendre à se connaître, on l'entend chez Jessie, il y a vraiment cette importance de bien se maîtriser. La thérapie comportementaliste, comportementale dialectique, c'est ça, c'est une technique de psychothérapie qu'on utilise beaucoup dans le cas présent. Qu'on devrait utiliser beaucoup, mais ça n'est pas beaucoup accessible à l'heure actuelle. Alors, parmi l'ensemble des approches psychothérapie qui existent, effectivement, dans le trouble de personnalité borderline, c'est ce type de psychothérapie qui a montré la meilleure efficacité. Toutefois, il y a peu de personnes, peu d'équipes qui y sont formées. Et quand, par chance, des équipes le sont, c'est des psychothérapies vraiment complexes, avec tout un volet individuel, tout un volet en groupe. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué à mettre en place. C'est des thérapies qui vont jouer sur plusieurs aspects des difficultés inhérentes au trouble de personnalité borderline. Il y aura un aspect, alors c'est dérivé des thérapies cognitives et comportementales dans leur version la plus actuelle, ce qu'on appelle la troisième vague. C'est donc des thérapies où on va travailler des compétences autour de la méditation. On va travailler des compétences de tolérance à la détresse, ce qui n'est pas un encouragement à ce que les gens souffrent plus, mais une manière de supporter de mieux supporter, de mieux composer avec les émotions douloureuses et pénibles qu'on a tous pour qu'au moins ça ne nous mette plus en danger. On travaillera aussi des compétences, évidemment, dans l'interaction avec autrui, des sentiments d'efficacité personnelle et d'autres choses. Donc voilà, c'est le meilleur niveau de preuve à l'heure actuelle, mais très compliqué à mettre en route. Alors certains hôpitaux sur le territoire français commencent à développer des hôpitaux de jour ou des consultations spécialisées dans ces approches-là. Mais compte tenu de ce constat qui est fait que c'est efficace, oui, mais ça ne conviendra jamais à tout le monde et que tout le monde n'y aura pas accès, il y a des études en cours
pour voir si des versions un petit peu plus simplifiées, plus faciles à proposer aux gens peuvent se développer. Je voudrais qu'on vienne sur la notion. Alors tout à l'heure, Jessie nous expliquait qu'aujourd'hui il travaille, que vous parlez à votre patron quand vous sentez que les choses vont pas aller. En tout cas, vous essayez d'anticiper les choses. Ça m'amène à une question, une réflexion pour tous les gens qui, peut-être de près ou de loin, côtoient ou travaillent régulièrement avec des gens qui souffrent de troubles de personnalité borderline. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux proches ? Comment on peut mieux accompagner des gens comme Jessie qui souffrent de ce trouble de la personnalité ? Je dirais plus la communication, expliquer à l'employeur que le trouble ne va pas impacter significativement la relation entre guillemets professionnelle et qu'il faut établir un lien de confiance et que en partageant ce qu'on sait de la maladie, en expliquant un peu la manière dont on fonctionne, il y a quand même des solutions qui peuvent se mettre en place et qu'il ne faut pas prendre de recul et puis mettre de côté la personne qui est en situation d'handicap avec le trouble. Parce que du coup, une fois qu'elle va être mise de côté, la personne avec un trouble borderline, elle va se sentir rejetée et là, on va rentrer effectivement dans un cercle un peu vicieux. On rentre dans l'histoire de la confiance, en fait. C'est ça. Principalement la confiance et la relation avec autrui qui est importante au niveau professionnel. Après, je pense que pour la famille, ce qui est intéressant aussi, c'est aussi de faire une forme de psychoéducation, d'éducation thérapeutique, c'est d'apprendre aussi sur la maladie de son fils, de son frère, de sa sœur. Et à partir de là, justement, faire un bout de chemin avec la personne ensemble, quoi. Enfin, je pense que faut être lié et tout. Donc, Oui, c'est ce que ma mère a fait principalement. Elle a appris avec du coup des professionnels de la santé qu'est-ce que c'était le trouble et comment m'aider au mieux au quotidien quand j'étais adolescent ou même quand j'étais tout petit. Comment m'aider au mieux à gérer toutes ces émotions et à me donner une relation de confiance, savoir que je n'étais pas seul et que je pouvais quand même qu'elle était là pour que j'en discute. Donc du coup, pareil, elle a dû faire aussi un travail de son côté sur ce point. Oui, parce que sinon, ça risque de mener à des situations de conflit entre l'enfant et la famille qui ne comprend pas ce qui se passe et qui pense qu'il est pénible, il ne sait pas ce qu'il fait. Tout à fait. Ça change complètement le regard. Il existe beaucoup de plus en plus, en tout cas, de ressources à disposition des familles et des usagers, que ce soit des livres. Certains sont destinés spécifiquement à l'entourage de personnes ayant un trouble borderline. Il y a des associations, je dirais, généralistes pour l'entourage des gens qui ont des troubles psy, comme l'UNAFAM. Il y a des associations spécialisées comme Connexion familiale, qui est spécifique pour l'entourage des personnes ayant un trouble borderline. Ils ont tous des sites internet qui sont très bien faits, qui sont une mine d'or de ressources, avec même des possibilités de formation en ligne. Il y a des vidéos YouTube d'explications qui sont bien fichues. Même sans avoir la possibilité d'avoir recours à l'appui d'un professionnel de santé, il y a plein de ressources que les familles et les personnes concernées elles-mêmes peuvent aller piocher, qui sont vraiment des ressources de qualité. Et qu'on mettra évidemment en lien sur la vidéo de cette émission, qu'on vous invitera à aller regarder et à suivre également. Je sais que c'est un trouble dont on entend de plus en plus parler. Moi, je le vois dans le cadre de notre travail, où j'ai beaucoup de structures qui me disent « j'ai des jeunes qui en souffrent et je ne sais pas quoi faire ». Donc, on vous encourage à aller voir tous ces supports-là. Et puis, on peut s'adresser aussi, dans ces cas-là, à des professionnels quand on est soi-même accompagnant. Vous encouragez. Très bien. Merci à vous d'être venu nous parler du trouble de la personnalité borderline. Merci Jessie pour votre confiance, de vous être livré à notre micro. On était ravis de pouvoir échanger avec vous et j'espère que nos auditeurs auront mieux compris qu'on peut vivre normalement et travailler quand on a appris à bien se connaître, à bien se maîtriser, à mieux anticiper. C'était un plaisir de vous avoir dans ce studio, Jessie. De même. Merci à vous, Dr Bass, psychiatre au Centre psychothérapique de Nancy. Merci d'être venu nous éclairer aussi sur ce trouble de la personnalité. C'était un plaisir de vous avoir et puis merci évidemment à Marie-Paul et merci à Roman qui nous accompagne chaque mois dans cette émission. On vous souhaite à tous une très belle journée sur RCN et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Full Santé Mentale. RCN, www.rcn-radio.org